On attend que vos groupies se mettent en place pour vous filmer. Sinon, Paul, ça va être filmé par l'organisation. Hein. Regardez, vous avez la caméra devant vous. D'accord? Allez, on va pouvoir démarrer. Donc on laisse... Je lance un appel aux personnes qui nous suivent et qui nous écoutent. Si vous êtes à l'extérieur, rentrez, vous verrez, c'est plus sympa quand vous êtes assis. C'est mieux. Hein? Force de vente, j'en fais partie. Allez, si vous êtes... Donc vous nous écoutez, nous allons démarrer une très belle table ronde autour des forces de vente en mobilité. Voilà qui est un beau sujet. Donc on va encore attendre 2 minutes, le temps que je prenne mon micro pour repérer les notes que j'avais prises précédemment. Et le voilà. Hop. Et donc, voilà. Qu'il soit dit entre nous, c'est un Chromebook. Pour moi, allez. Voilà. Hop. Pardon? Je dis, on n'a pas de cacahuètes. Non. Alors, Paul Sidbon posait la question de savoir pourquoi on n'avait pas de cacahuètes. Parce que les cacahuètes, il faut être invité en salle VIP. D'accord? Alors, si vous n'êtes pas invité en salle VIP, c'est qu'il y a un problème. Mais bon. Le micro ne marche pas, c'est bon? Ça fonctionne? C'est bon. Allô? Allez. Alors, voilà. On va démarrer avec un petit peu de retard. Vous nous envoyez désolé. Mais c'est de la faute de la table ronde qui a précédé, hein, puisqu'elle a terminé en retard. N'est-ce pas, Pierre? En plus, une table ronde. Non, mais attends, une table ronde sur les objets durcis. Je veux dire, pourquoi les objets durcis? Il faut que l'on parle des forces de vente, n'est-ce pas? Et de la gestion des forces de vente en mobilité. Nos 2 invités sont à votre droite Paul Sidbon, qui est président de la société EURP et CEO de Silkiwis. Mais en fait, vous allez nous expliquer la bascule. Hein. Et puis, nous avons Clément Dubar, qui est directeur commercial d'ADSI Digital. Là, je ne me trompe pas, c'est bien ADSI Digital pour ceux qui vous concernent. C'est bien ADSI Digital, oui, tout à fait. Voilà. Et vous diffusez une solution de force des ventes qui s'appelle EaseOrder. Voilà, je ne me suis pas trompé, tout va bien. Donc on va pouvoir démarrer. Merci à vous tous de nous avoir rejoints pour cette très belle table ronde. Et donc on va commencer avec les présentations. Donc chacun va se présenter. Paul, qui êtes-vous? Bonjour, donc je suis Paul Sidbon, je suis le président de Sikiwi, qui est le nom historique de la société, qui devient cette semaine UERP. Et donc, avec UERP, donc le U de You en anglais, hein, c'est UERP. Et UERP Apps, qui est notre plateforme Low et No Code. Et donc, en fait, on est éditeur de cette technologie Low et No Code. La société a été fondée en 2009. On a commencé la R&D en 2008. Voilà, donc ça fait 13 ans qu'on travaille sur l'incrémentation de ces technologies Low No Code. C'est des technologies assez pointues, mais qui permettent de faire un certain nombre de choses, et en particulier de soutenir des forces commerciales et de l'expérience client sur du web et des applications smartphone. Voilà. Tout à fait. Et à votre droite, donc à notre gauche, hein, pour vous qui nous regardez, nous avons donc qui est là, hop, le voilà, Clément Dubar. Alors, enchanté. Oui, c'est ça. Expliquez-nous qui êtes-vous et que fait votre société? Alors, je suis directeur commercial d'ADSI Digital. ADSI Digital, c'est une filiale d'ADSI Group dont le principal métier est l'intégration ERP. Donc, on a une forte culture ERP. Et ADSI Digital est un éditeur de logiciels spécialisé dans la digitalisation des canaux de vente. Voilà. Donc, avec 2 applications phares, EasyOrder pour les forces de vente terrain, une application qui fonctionne en mode déconnecté, et un site web B2B qui s'appelle Weblinks. Très bien. Alors, pour démarrer et lancer le débat, je vous propose peut-être déjà de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une solution de suivi des forces de vente. On a l'habitude de voir l'ERP, on sait ce que ça représente, même si dans sa globalité aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement important. Dans le même temps, beaucoup d'entreprises s'équipent avec des CRM. Hein, on sait que c'est la gestion de la partie vente et relations commerciales. Alors, la gestion des forces de vente, ça représente quoi? On va recommencer par faire un tour. Peut-être, Paul, au sein de vos solutions, c'est quoi la gestion des forces de vente?
Écoutez, il y a un certain nombre d'aspects. Il y a des aspects évidemment internes avec toute la gestion au sens ressources humaines des équipes. Et il y a des aspects qui sont très tournés évidemment clients et relations clients et donc qui permettent d'appuyer ces forces de vente dans leurs activités d'interaction et d'itération avec leurs clients. Voilà, donc ça couvre un champ qui peut être assez large et en fonction des projets sur lesquels on est confronté, on va plus se concentrer sur telle ou telle brique ou telle portion finalement de l'appui aux forces de vente et de leur relation avec leur clientèle. Clément, même question. Du coup, je rebondis un petit peu sur ce que dit Paul. On est vraiment, avec les forces de vente, sur un mode d'interaction professionnelle différent de ce qu'on peut retrouver dans les utilisations back-office, avec les gros ERP du marché. Donc là, on est sur des applications qui vont avoir une ergonomie vraiment dédiée au commercial pour aller vite, pour pouvoir avoir une vision à 360 sur son client, pour pouvoir potentiellement organiser des tournées, voire les optimiser. Donc on est vraiment très loin en fait de l'usage, on va dire, régalien de l'ERP. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment très spécialisé. C'est une petite brique, pour moi, la gestion de la force de vente, qui va venir s'adjoindre finalement à un système d'information plus global. Est-ce que c'est une solution qui s'intègre au ERP ou c'est, comme vous l'avez présenté, véritablement une solution externe qui doit s'adapter à tous les ERP? Alors pour moi, c'est plutôt ça, puisque en tout cas le métier de RPiste, c'est pas forcément d'aller sur ce type d'application, bien qu'il en existe. C'est souvent des fonctions qui sont là plus pour dépanner, plutôt que des solutions optimisées. Là, pour moi, on parle vraiment de briques qui sont capables de s'interfacer vraiment avec n'importe quel type de ERP. Paul, j'imagine que pour vous, c'est plutôt une brique qui doit s'intégrer clairement dans l'ERP. Alors en fait, on a les deux cas de figure, c'est-à-dire que on a dans certains cas certains de nos clients qui utilisent certaines briques spécifiques pour l'intégrer à leur ERP et de façon à gérer un éventail plus ou moins large de processus d'interaction avec le client. Je pense par exemple, on travaille avec des acteurs dans le secteur automobile sur la signature électronique et donc la reformulation finalement de la commande qui va être signée par les clients avant de revenir vers l'ERP. Voilà, donc là on est vraiment sur la construction de la commande, la transmission de cette commande au client et l'enregistrement et la transmission du certificat de signature électronique vers le constructeur en question. On a d'autres cas dans lesquels nos clients finalement utilisent notre plateforme pour gérer l'ensemble du processus et donc finalement ils ont un CRM qui commence à toucher à l'ERP en fonction des briques qu'ils activent sur lequel ils vont gérer finalement tout l'ensemble du process de liaison entre l'organisation et le client. Alors j'imagine que pour évoquer ce sujet et cette segmentation, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes avec lesquelles vous négociez entre d'un côté la direction financière pour les ERP et puis les forces de vente. En fait, on est sur les directions commerciales. Donc, et puis au milieu, la DSI. Donc comment ça se passe, Clément? Alors la DSI, c'est toujours le cas, bien évidemment. Voilà, c'est toujours le service qui est au centre de ce genre de décision. La direction financière, toujours aussi, puisque finalement, le ERP en tant que tel, ça va être utilisé par la direction financière et ses équipes. Mais finalement, en tout cas dans ces applications de prise de commande, de gestion des flottes de commerciaux terrain, on a vraiment un réel enjeu de réduction des coûts de gestion des factures, par exemple. On a un réel enjeu de réduction du coût de gestion des factures et de possession du SI. Donc on a forcément une discussion avec la DSI et avec les directions financières, bien qu'effectivement l'utilisateur, l'utilisateur final appartient plutôt à la direction commerciale. Et là, on sera plus sur du fonctionnel. Tout à fait. Alors, ce que je vous propose, et je vais me tourner vers vous, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vous solliciterai régulièrement. Vous nous faites un signe et puis on posera les questions à nos experts. Personne n'aura échappé au fait que nous sommes en pleine crise. Le Covid a marqué les esprits et marque les salons également. Donc on le voit. J'imagine que sur la gestion des forces de vente, le Covid a dû avoir un effet relativement important, voire certains évoquent sur ce sujet un effet monstrueux
par aujourd'hui le télétravail et la modification des modes de fonctionnement, d'usage, etc. Clément, je vous vois approuver ce que je dis, donc C'est flagrant. je me dis que je ne suis flagrant. pas loin de la vérité, donc vous allez m'expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors vous êtes complètement dans la vérité, puisqu'il y avait déjà une transformation, en tout cas du métier de commercial terrain avant la crise, mais ça s'est accéléré. En fait, on se déplace beaucoup moins qu'avant depuis la crise du Covid. Et aujourd'hui, chaque déplacement doit compter, chaque déplacement doit être créateur de valeur. Une visite maintenant chez un client, ça doit être pour quelque chose de précis et on doit créer de la valeur chez son client. Il y a beaucoup moins de visites, en tout cas, là récemment, des visites de courtoisie ou de visites qui ne servent finalement qu'à prendre des commandes de type réassort, qu'on peut très bien d'ailleurs prendre sur des canaux type B2B aujourd'hui. Donc là, il s'agit vraiment de créer de la valeur à chaque déplacement et du coup, il faut être accompagné, en tout cas avoir l'outil qui va bien pour pouvoir créer cette valeur. Et pour créer cette valeur, il faut pouvoir gagner du temps et envoyer, en tout cas au siège, des données fiables et normalisées. Paul, vous avez ressenti également l'effet de la crise sur ce type de solution? Oui, oui, de façon très nette. D'ailleurs, dans certains cas de signature, il s'agit de permettre aux clients de signer leurs commandes sur leur propre terminal. Et pourquoi? Parce que on évite le contact, d'aller manipuler des stylos. Enfin voilà. Donc il s'agissait, un des objectifs de certains projets qu'on a menés était de réduire finalement l'interaction et la proximité entre le technicien et le client. Et donc tout le process qui consiste à déporter la signature de la commande et jusqu'au règlement sur le terminal du client, évidemment, s'inscrit dans cette stratégie un petit peu de sécurité anti-Covid, quoi. Tout à fait. Et selon vous, qu'est-ce qui va rester de cette période, de cette crise? Je crois que, et là c'est un commentaire un peu général, de toute façon il est clair que les 2 ans qu'on vient de passer ont beaucoup transformé, ont accéléré finalement de la transformation dans beaucoup de dimensions. La relation client en est une, mais effectivement je dirais que le degré de maturité de quasiment tout le monde sur jusqu'où faut-il dématérialiser, quel processus on dématérialise, a beaucoup évolué en 2 ans et ça va s'installer. Je pense que tout ce qui a été gagné en termes de gestion, d'interaction à distance est là pour durer. Tout le monde va intégrer ça et finalement ça devient une partie de l'équation de la démarche de toutes les organisations maintenant. Oui, pas de retour en arrière en tout cas. Ouais. Pas de retour en arrière. Alors, je vous l'ai dit, je vous l'ai proposé. Si vous avez des questions à ce niveau de nos échanges, donc n'hésitez pas. Pas de questions. Donc c'est pas grave, c'est que vous êtes très bon puisque ça n'amène pas de questions. Donc vous répondez à toutes les questions. On va s'en féliciter. On va revenir un petit peu et recaler un peu le débat. Je vous avais proposé donc dans la préparation de cette table ronde, je vous avais invité à nous proposer des cas, des retours d'usage. Donc vous avez Clément, par exemple, vous avez un cas bien particulier à évoquer avec nous? Alors, indépendamment finalement de la crise Covid, je voudrais vraiment vous parler d'un cas d'usage, d'un prospect qui, en tout cas, a voulu aller très très loin dans la digitalisation de ses flux, notamment de ses flux de commandes. C'est le cas d'un client en fait qui est leader sur le marché de la distribution de matériel pour entretien d'espaces verts en France. Et en tout cas, il y avait le sujet évident de la dématérialisation, le sujet évident tout à fait. De la dématérialisation et de la digitalisation de la prise de commande, mais ils ont voulu aller beaucoup plus loin en optimisant les tournées des commerciaux, c'est-à-dire qu'en une journée, est-ce que j'ai la possibilité peut-être avec de la géolocalisation et en étant capable de repérer mon parc client autour de moi, de faire peut-être une visite en plus, de dépenser un petit peu moins d'essence. Donc c'était un des enjeux. Et aussi de créer de la valeur, c'est de se dire que le commercial devient un vrai point d'entrée en fait vers les autres services de l'entreprise et pas juste un opérateur de saisie de commande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce client-là va vendre du matériel, des machines complexes qui vont nécessiter des maintenances, qui vont avoir des pannes, et les clients vont en tout cas signaler des anomalies, des dysfonctionnements sur un site web B2B ou en appelant le service client. À l'occasion d'une visite d'un commercial, on peut très bien en fait avoir le cas
où le client va tout simplement décrire l'anomalie ou la panne au commercial qui va devoir la restituer au service technique de l'entreprise. C'est ce qui arrive régulièrement, et souvent c'est un mail, c'est un coup de téléphone, et du coup le technicien va rappeler le client et on va devoir requalifier. Et ça, c'est vraiment pas très qualitatif. Et ils se sont dit, tiens, ce serait intéressant que le commercial puisse à minima qualifier depuis l'application finalement ces anomalies, être capable de recevoir finalement ces demandes de service, on appelle ça comme ça, ces demandes de service dans l'ERP, et de pouvoir affecter après ces demandes de service aux différents techniciens, mais en ayant déjà qualifié l'anomalie, ce qui est très qualitatif. Donc ça, c'est vraiment pour moi un exemple flagrant de la transformation du métier de commercial, qui devient en fait un technico-commercial, et finalement de la création de valeur lors d'une visite qui n'est pas forcément de la vente pure. On y reviendra d'ailleurs à ces degrés d'intégration et d'interconnexion. Paul, un ou plusieurs exemples d'ailleurs à nous citer? Oui, je pense qu'on a, on a aujourd'hui des systèmes qui tournent sur, par exemple, de très grandes associations. Alors, il y a quand même une problématique finalement de relations clients qui est très importante, parce qu'il y a des adhérents, il y a des milliers d'adhérents. Et donc, quand une petite équipe doit entretenir finalement l'interaction avec des milliers d'adhérents, eh bien, il faut être en mesure d'automatiser une grande partie des processus. Et donc, ces plateformes permettent de faire ça, c'est-à-dire d'intégrer le client dans le processus et permettre au client d'être très autonome dans son inscription à un événement, sa participation à l'événement, la réception finalement d'éléments d'information ou lui-même sa capacité à transmettre de l'information. Et donc, plus les systèmes sont ergonomiques, conviviaux et offrent des possibilités d'interaction avancées, et plus finalement vous avez une animation de votre réseau de clients qui est de qualité, et donc qui permet finalement de continuer à développer, à enrichir ces interactions. Donc je dirais que ça, c'est un aspect très important, c'est ce côté expérience client. Et là, à la fois le no-code qui permet de paramétrer finalement des schémas et des workflows d'expérience client très sur mesure sont très puissants. À la fois les applications smartphone aussi qui permettent au client d'avoir finalement l'application de l'organisation sur son téléphone, de recevoir les alertes et d'interagir de façon très simple et très rapide. Donc tout ça contribue évidemment à accélérer l'expérience client. Voilà. Alors, Paul, je suis désolé, mais vous avez utilisé deux gros mots. Vous avez dit no-code et low-code. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, alors effectivement, très rapidement, donc les low et no-code sont des technologies de nouvelle génération qui permettent finalement, sans intervenir sur le code, de créer ou de transformer les applicatifs. Voilà, donc ce sont des technologies qui émergent de façon très rapide maintenant. Enfin, vous savez, 12 ans qu'on travaille dessus, c'était vu comme exotique au début, maintenant ça commence à être des technologies très standard, puisque le Gartner dit que 70% des développements applicatifs vont passer sur des architectures low-no-code d'ici 2024-2025. Donc voilà, on est sur ces technologies qui permettent de créer des applications très pointues, de vraies applications métiers qui soutiennent du processus mission critical, comme on dit en anglais, donc des processus vraiment absolument critiques, mais avec une très grande souplesse d'adaptation ou d'évolution, donc en no-code ou en low-code, pour aller répondre à des spécificités particulières. Voilà, donc on fait du très sur-mesure, mais en utilisant ces architectures low-no-code. Voilà. Tout à fait. Clément, je vais me tourner vers vous. Votre cible, c'est plutôt la PME, les ETI. Donc, alors, c'est vraiment toute société qui possède une force de vente nomade. Ça va de la PME à l'ETI. Il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Exactement. Et donc, en la matière, il y a un aspect qui est très important également dans votre offre, et je pense que Paul pourra en parler aussi, c'est la capacité à fonctionner offline. Expliquez-nous. Alors effectivement, aujourd'hui, on a encore des zones blanches sur le réseau. Et en tout cas, la population de commerciaux nomades, c'est pas forcément une population qui est toujours très technophile. Et il faut leur donner la capacité finalement de pouvoir travailler rapidement. Il ne faut pas attendre 3 heures que ça charge. Il ne faut pas avoir à chercher un Wi-Fi à chaque fois qu'on a besoin de faire quelque chose. Donc il faut être réactif devant son client. Donc il faut une application qui fonctionne en dur, sans avoir besoin de à chaque fois faire appel à l'ERP qui est derrière. Donc nous, ce qu'on propose, c'est tout simplement de télécharger un référentiel, le catalogue, le référentiel client, prospect, les informations financières qui vont bien, les fiches tarifs, pour que tout soit embarqué sur la tablette et ne pas avoir besoin d'avoir une connexion Internet. Donc ça, c'est sûr, c'est important. Oui, mode offline. Tout à fait. J'imagine, Paul, que vous avez un mode de fonctionnement proche, puisque
beaucoup de commerciaux, finalement, ne sont pas dans des zones connectées. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, les applications smartphone offrent cet avantage de permettre de travailler en déconnecté. Une partie de l'équation consiste à permettre des mises à jour de façon simplifiée, de façon à ce que les contenus soient toujours actualisés, que les bases de prix, enfin les grilles de prix, etc., les dernières évolutions soient prises en compte pour pas qu'il y ait d'erreurs dans les commandes qui se présentent. Mais également, on a aussi du confort dans la dématérialisation des fois de mini-chatbots qui peuvent fonctionner aussi en déconnecté, donc qui permettent à l'utilisateur, au client ou au commercial finalement de suivre un petit parcours avec son chatbot de façon à arriver sur les offres qui conviennent et qui sont les plus adaptées. Donc effectivement, oui, il y a beaucoup d'intérêt à fonctionner comme ça en offline. On s'affranchit de beaucoup de contraintes. Oui. J'ai joué les béotiens quand même, parce que il faut un smartphone ou ça marche sur autre chose ou comment ça fonctionne, sur quel type d'outils? Ce sont des applications qui peuvent fonctionner aussi également sur tablette, alors smartphone évidemment, tablette et puis tout simplement ordinateur portable. Donc ça c'est toujours un terminal, l'ordinateur portable sur Windows 10, c'est toujours un terminal qui est utilisé souvent par les commerciaux et puis par tout le monde dans l'entreprise. Tout à fait. Alors je vais vous poser la question différemment. Comment vous adaptez vos solutions au fait d'un usage sur smartphone? Alors, nous, on ne les adapte pas, en tout cas pas pour les forces de vente. Plutôt, alors, sur les smartphones, on travaille plutôt avec les techniciens terrain, les techniciens itinérants. Par contre, pour les commerciaux, nous, on a fait vraiment le choix de la tablette, qui est un outil qui est un petit peu plus interactif. Ça permet de travailler un petit peu avec son client, de faire de la démonstration produit, de montrer des catalogues. Donc voilà, nous, on s'est plutôt spécialisé, en tout cas, et dirigé vers la tablette aujourd'hui. Paul ? Dans notre cas, on traite effectivement les deux de façon un peu indifférente, smartphone et tablette. Mais effectivement, oui, je rejoins la position sur le confort d'usage d'une tablette pour présenter un catalogue produit ou interagir sur des options. Oui. Très bien. Alors, y a-t-il des questions? Mesdames, Messieurs, c'est le moment? Non? Vous savez, le plus difficile, c'est le premier qui va poser la première question. Donc, je lui offrirai un café après. Allez, on va continuer d'enchaîner. On a évoqué un sujet, on a commencé à l'évoquer, qui est un sujet également important. L'outil de gestion des forces des ventes, c'est un module qui s'adresse à une certaine population et qui permet d'être également connecté au reste, soit du CRM, soit de l'ERP, voire les deux d'ailleurs, puisqu'on peut être, on a une partie liée aux forces de vente qui est liée aux clients, donc on va plutôt raisonner CRM. Puis il y a une autre partie qui est la partie comptable, suivi des dossiers, les paiements, les factures, etc. Où là on sera plutôt du côté de l'ERP ou de solutions de gestion des produits et de traitement des commandes. Donc l'interconnexion des outils de force de vente avec l'ensemble de ces outils, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut que ce soit une application qui soit native pour être naturellement interconnecté, ou est-ce que, quand on parle également de no-code, low-code, est-ce que ça peut être un module qui est développé à l'extérieur et qui va se connecter avec les systèmes existants? Alors, qui veut commencer? On va peut-être commencer avec vous, Clément. Quelle solution vous adoptez? Et après ça, vous allez nous faire briller les mérites du no-code, low-code dans ce type de solution. Alors, comme je vous disais au tout début de la table ronde, nous, on est ERPiste à la base. Du coup, on a une forte culture de l'interfaçage. Donc, nous, voilà, on est intégrateur 7X3 et 7G100. Et on a interfacé, en tout cas, 7X3 et 7G100 avec n'importe quelle application. Donc, effectivement, ça peut être des applications de prise de commande à l'époque où on n'en avait pas créé une. Ça peut être des sites web B2B. Ça peut aussi être des CRM. Et on a vu nos amis de Praxedo là, sur le salon. Ça peut être aussi des outils vraiment dédiés à la gestion d'intervention. Mais en fait, on fait exactement la même chose avec notre module de prise de commande. C'est de l'interfaçage simple, soit par API, soit par échange de fichiers plats. Très très simple. On peut très bien, en tout cas, avoir un usage multiple où on se dit, je fais de la prise de commande. Donc là, c'est vraiment la GESCOM de mon ERP. Je fais de la gestion d'intervention. Là, c'est mon outil service que j'ai soit dans l'ERP, soit via une application comme Praxedo.
voilà, je vais avoir aussi besoin de récupérer des informations financières, quel est l'encours de mon compte client, depuis combien de temps, est-ce que j'ai des factures arrivées à l'échéance. C'est intéressant aussi pour le commercial de pouvoir être le relais un petit peu de la direction financière là-dessus aussi, hein. C'est lui qui a la relation, en tout cas en mode good cop. Hein. Donc voilà, donc c'est en tout cas vers n'importe quel applicatif, il faut être capable de se connecter puisque le commercial va avoir besoin de piocher un petit peu partout. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire que je peux être équipé avec un SAP, par exemple, parce que le siège nous a équipés comme ça, et que votre solution de gestion des forces de vente va s'interconnecter avec ma solution SAP. On a un connecteur, effectivement, avec SAP. Ce genre de choses. Tout à fait. OK. Alors, ce qui est séduisant chez vous, Paul, c'est qu'en plus, on a même la capacité d'assurer ou de participer au développement de cette application. C'est-à-dire que en fait, nos systèmes permettent je rejoins ce que vous disiez sur la nécessité de s'interfacer évidemment avec les systèmes. Nos outils permettent de découper en fait le périmètre d'un applicatif pour répondre spécifiquement aux besoins d'un client. Donc on va toujours finalement s'arrêter aux limites de l'ERP existant ou du CRM existant de façon à fournir uniquement les briques de processus qui répondent aux besoins du client. Donc ces architectures, effectivement, le no-code permettent de faire ça, de découper et d'aller matcher exactement les parties du processus qui sont manquantes. Donc il n'y a pas de redondance et il n'y a pas de gap. En fait, on assure la transmission. Et ensuite, effectivement, on a une capacité à aller fine-tuner l'applicatif s'il faut. Et donc le no-code, lui, permet d'aller paramétrer de façon assez fine pour matcher en particulier le processus tel qu'il est attendu. Donc à la fois on découpe aux limites et à la fois on a une très forte capacité à aller chercher le processus tel qu'il est attendu par le client. Ce qui permet une forte personnalisation, mais également, j'imagine, on se souvient, hier, on a entre autres remis un award à une société qui nous parle d'hygiène numérique. Donc j'imagine également que un des objectifs, quand on est en mobilité et qu'on a affaire à des forces de vente, c'est aussi de créer des applications qui soient qui offrent la plus forte à la fois hygiène numérique et en même temps la plus forte sécurité. Qui veut répondre à ça? Je vous en prie, Paul. Bon, donc j'ai posé la bonne question. Généralement, Oui, quand oui. c'est comme ça. Non, mais les enjeux de sécurité sont fondamentaux et je crois que c'est l'intérêt de plateformes comme les nôtres, c'est que finalement on est sur des plateformes qui sont maintenues par opposition à des applications, des développements spécifiques. Hein. Ces plateformes sont maintenues et on est sur un travail continu finalement d'amélioration de tout le contexte de sécurité de ces plateformes. Donc l'intégration de ces plateformes offre un avantage très intéressant, c'est que elles ont été qualifiées par plein d'acteurs auparavant et donc quand arrive le 41e projet, on est déjà passé on a déjà été passé au crible de 40 directions informatiques qui ont validé que l'ensemble des couches de sécurité autour d'applicatifs sont cohérentes. Donc voilà, donc il y a effectivement de gros enjeux sur la sécurité de plateformes comme les nôtres. Oui. Tout à fait. Clément, Paul évoque le 40e client qui passe sa commande, mais quand on est le premier, il faut aussi qu'on ait cette validation cyber en matière de sécurité qui va... Alors la particularité aussi, c'est que ça va jusqu'au poste de l'utilisateur. Parce que Paul nous a parlé des plateformes, mais il y a le poste de l'utilisateur lui-même qui est important. Donc comment vous traitez ces questions de sécurité ? Alors le poste de l'utilisateur, c'est plutôt la responsabilité de la DSI en interne. Clairement, hein, sur le coup. Nous, on ne fournit pas de matériel. Hein. Nous, on fournit de l'applicatif. Hein. On fournit du soft. Mais, vous faites la moue. Non, mais... Ouais. Non, vous n'avez pas assisté à Paul qui vient d'inonder le studio. Tout simplement avec sa bouteille d'eau. C'est pour ça. Non, allons-y. Oui, donc le poste de travail, c'est pas que la responsabilité nous, on fournit pas en fait de la DSI. Vous fournissez l'applicatif qui va dedans. Juste l'applicatif, effectivement. Donc nous, en fait, ce qu'on garantit, c'est de fournir une application qui est effectivement propre. Je prends par exemple le cas d'Easy Order qui est disponible sur iOS. On a des releases de versions qui sont publiées sur le store. Effectivement, on a un certain nombre de normes à respecter pour qu'elle soit publiée, hein, sinon elle n'est pas publiée. Ça, c'est sûr. Donc effectivement, là, c'est vraiment notre job, en tout cas, de faire du code propre. Par contre, sur le terminal de l'utilisateur, comment il va l'utiliser? Est-ce qu'il va aussi l'utiliser à titre personnel, pas que professionnel? Ça, c'est impossible pour nous à vérifier.
évidemment. Malgré tout, on le voit, en plus l'actualité récente le démontre, on passe d'une version à une autre, que ce soit Android ou que ce soit iOS, qui sont les deux principaux. Comment vous gérez ces passages de version? Puisque quand un nouvel smartphone apparaît, une nouvelle version de l'OS, l'application, il faut l'adapter également. Donc comment vous le pilotez, comment vous le gérez? Vous êtes en train d'acquiescer, Paul? Oui, non, tout à fait. Mais je crois que c'est encore un avantage de ces plateformes, c'est qu'effectivement, les frameworks mobiles sont maintenus. On anticipe les montées de version des systèmes d'exploitation et donc, du coup, vous êtes sur des applicatifs qui sont automatiquement, je dirais, compatibles et maintenus et qui supportent les montées de version, qui supportent les arrivées de nouveaux modèles de smartphones avec les nouvelles tailles d'écran, de tablettes, etc. Et donc, finalement, c'est un des conforts aussi à être sur ce type d'approche plateforme parce que vous avez une très forte maintenabilité, finalement, des applicatifs qui sont mis en service. Et tout ça, c'est bien évidemment planifié puisqu'on connaît le rythme finalement de release des nouvelles versions. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on fait en R&D, en tout cas, qui est complètement transparent pour notre client. Il ne le voit pas forcément, mais effectivement, il y a tout ce travail, en tout cas de maintien en conditions opérationnelles de nos applications en fonction de ces montées de version. J'ai évoqué le JN numérique. On sait qu'une application elle doit pouvoir tourner. On a eu une table ronde qui a précédé. On a évoqué le sujet, vous vous souvenez. Vous étiez avec nous, Paul. Donc, en la matière, l'objectif, c'est d'avoir aussi des applications qui ne soient pas trop, qui ne phagocytent pas la batterie, qui ne phagocytent pas les capacités du smartphone. Comment vous le gérez ? Alors, nous, on a fait le choix, en tout cas, de se concentrer sur deux plateformes, enfin, en tout cas, deux OS, donc sur les environnements iOS Apple et sur UWP, donc Windows. On a des équipes dédiées, en tout cas, à ces deux OS-là. On a fait le choix stratégique, en tout cas, de ne pas aller sur Android, parce qu'on n'avait pas la capacité, en tout cas, en interne, d'aller aussi loin et en tout cas, de proposer quelque chose d'aussi propre que sur les deux autres OS. Donc, on a, en tout cas, aujourd'hui, pas fait le choix, si c'est la question, en tout cas, d'aller vers des agrégateurs de code comme Xamarin, qui effectivement sont beaucoup plus consommateurs en ressources et qui occasionnent des temps de réponse un petit peu plus longs et parfois désagréables pour les utilisateurs. Non, bon, on peut féliciter l'éditeur que vous êtes de dire on fait des choix pour nos clients, on leur dit on va sur ce qui marche et pas sur ce qu'on ne maîtrise pas. Donc bravo. Paul, votre réponse à cette question? Je rejoins tout à fait la logique et on a suivi le même schéma, c'est-à-dire qu'on a effectivement des équipes de développement côté serveur, donc tout ce qui est web, et des équipes côté iOS et des équipes côté Android. Alors nous, on est iOS et Android. J'avoue que Microsoft nous a un peu perdus parce qu'ils ont un petit peu louvoyé avant d'arriver sur Windows 10. Donc on avait à un moment donné, on avait même 3 frameworks Windows et on a discontinué parce qu'on ne voyait pas clair dans la stratégie mobile de Microsoft, mais ça s'est stabilisé maintenant. Donc certainement un jour, il faudrait qu'on y revienne. Mais aujourd'hui, nous sommes iOS et Android en code natif pour les mêmes raisons que vous. Oui, nous, on a été plus ou moins contraints, en tout cas, d'aller sur UWP, Windows, par nos clients qui équipaient naturellement en fait leurs commerciaux avec des PC Windows. Donc c'était on a été un petit peu obligé d'y aller, mais on avait commencé par la version iOS et voilà. Après, on est allé sur UWP. Très bon. Parfait. Bon, la question Windows est réglée. La question Microsoft, on n'y revient pas. Donc tout va bien. Il nous reste 10 minutes. Oui, une question ? Alors, on a une question, c'est bien. Donc, comme j'allais faire la remarque, il nous reste 10 minutes. Donc, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Et donc, oui. Alors, Monsieur, si vous pouviez vous présenter avant de poser votre question. Ariel Gomez, donc je m'occupe du programme de conférence du salon. Et j'avais une question concernant, pour nos deux intervenants, est-ce que vous savez aujourd'hui les commerciaux de vos clients, le temps qu'ils passent sur leurs outils mobiles et sur le fixe? Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce qu'ils sont en 100% mobile? Est-ce qu'il y a encore une utilité, une utilisation d'outils de bureau, que ce soit au bureau ou à la maison d'ailleurs? Alors, je pense qu'on n'a pas très bien entendu l'ensemble de la question. La répartition du temps, est-ce que vous avez beaucoup de commerciaux qui sont à 100% mobiles ou est-ce qu'ils sont encore à bureau et mobile? Oui, dans l'utilisation des outils. Est-ce qu'ils utilisent encore un desktop ou un laptop ou est-ce que c'est purement tablette ou smartphone? En tout cas, sur notre parc client, on a beaucoup d'utilisation mixte.
On a encore beaucoup de commerciaux qui font du mail, qui travaillent aussi en interne sur des projets. Donc voilà, clairement, c'est rare aujourd'hui les commerciaux qui sont 100% mobiles, à part les commerciaux qui font vraiment que de l'itinérance. C'est-à-dire vraiment la force de vente nomade pure, c'est-à-dire avec un véhicule qui part le matin, qui fait sa tournée et qui rentre le soir. Et là, la journée est finie. C'est vraiment sur cette typologie-là de commercial qu'on va arriver à faire du 100% mobile. Sinon, sur des modes de travail un petit peu plus classiques, on a quand même toujours besoin aujourd'hui d'un PC classique pour pouvoir, ne serait-ce qu'accéder à l'ERP sur certaines fonctions. Il y a des fonctions de responsable commercial qui ont besoin d'avoir accès à une BI, par exemple. Nous, on n'intègre pas de BI dans notre outil de prise de commande. Donc voilà, c'est souvent une utilisation mixte. Oui, je crois qu'on a à peu près la même évaluation. C'est un usage mixte. On a des utilisateurs effectivement qui sont très PC et d'autres qui fonctionnent naturellement qui sont en mobilité, donc ils vont être beaucoup plus sur les outils smartphones. Et puis ensuite, le dernier finalement, la dernière partie prenante du processus commercial quand c'est le client. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité de lui pousser quand même beaucoup de process sur son smartphone pour que lui-même, finalement, conduise des actions en self-service depuis son terminal. Et là, effectivement, on est uniquement smartphone. C'est-à-dire que le canal de communication pour l'envoi de la commande et la signature de la commande est le SMS. Donc ça part par SMS et ensuite on enregistre les commandes. Et donc ça veut dire qu'on mise 100% du processus de l'interaction client sur son smartphone. Ce qui veut dire concrètement qu'il faut bien avoir le développement sur les deux plateformes que sont d'un côté les PC et de l'autre côté les smartphones pour répondre à l'ensemble des attentes des utilisateurs. Oui. Tout à fait. Alors, y a-t-il d'autres questions? Merci Ariel d'avoir lancé le débat sur les questionnements. Y a-t-il d'autres questions? Non? Oui, alors une question là. Ça complète un peu la question de Ariel. Oui, si vous pouviez vous présenter, monsieur. Pierre Mangin, je suis aussi animateur, intervenant, conférencier. Vous vous connaissez, j'ai l'impression. Vous êtes déjà rencontrés? Oui. Oui, un petit peu. C'est intéressant de préciser aussi sur le fait que le commercial, comment il tolère le MDM et le MM en fait. Est-ce que dans votre application, on peut séparer par exemple la vie privée et la vie professionnelle? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interpelle vous? Ou est-ce que de toute façon l'application elle est forcément prise en compte par le MDM ou le MM? Est-ce que le Bring Your Own Device a une place? Est-ce que ça pose une question? Autrement dit, pas de MDM. La question, j'ai appris hier que dans les PME, il y aurait 60 à 80% des entreprises qui ne gèrent pas leur parc de flotte mobile, smartphone, via un MDM. Ça veut dire que c'est la porte ouverte au problème de sécurité, mais aussi de ne pas pouvoir faire les mises à jour, vérifier qu'on est à jour. Et quand on a des applications comme les vôtres, j'imagine que c'est problématique. Est-ce que systématiquement vous pensez que vos clients sont dans le MM ou MDM? Alors, là, on parle de traçabilité, si j'ai bien compris. Oui, c'était voilà. ça. Donc, ça pose quand même des soucis déjà légaux, puisqu'il faut le consentement, en tout cas, du collaborateur pour pouvoir installer ce genre de système. Nous, on ne le propose pas. On a eu très peu de demandes, en tout cas ces dernières années, sur de la traçabilité. On a d'autres moyens aujourd'hui de le faire, par exemple sur les véhicules, avec des traceurs tout à fait traditionnels et peu onéreux. Donc voilà, clairement pas, en tout cas, chez nous, sur ce type d'applicatif. Ça dépend. Ça dépend. On a des clients qui sont complètement neutres et qui nous disent nous on le diffuse, mettez l'application sur le store et nos utilisateurs vont télécharger ça sur leur terminaux personnels. Effectivement, il n'y a pas de gestion particulière. On a d'autres clients qui sont extrêmement rigoureux, c'est-à-dire que l'application qui est installée, elle provient forcément d'un store interne, s'installe sur des terminaux d'un type particulier. Et donc là, on est vraiment à l'autre extrême en termes de gestion de la sécurité. Donc je crois que c'est finalement le client sait quel type d'information va être logé dans l'application et du coup il y a une décision de leur DSI, de leur RSSI d'autoriser l'utilisation de ces informations selon différents canaux, soit extrêmement sécurisés, soit de façon beaucoup plus ouverte sur les terminaux des utilisateurs. Donc c'est très variable en fait. Même au sein d'une organisation, on a des applications
où certaines sont extrêmement sécurisées uniquement sur des réseaux internes et d'autres sont publiées sur les stores avec un accès public sans sécurité, sans même login mot de passe. Donc on a vraiment, dans une même organisation, finalement, des cas d'usage très, très larges. Tout à fait. Une autre question. Alors, comme on arrive au terme de cette table ronde, moi j'aurais 2 questions à vous poser. La première, elle est toute simple. Comment on mesure le ROI d'une solution de suivi des équipes commerciales? Alors il y a vraiment 2 leviers de productivité en fait dans ce type de solution, enfin en tout cas à mon avis. Le premier levier, il n'est pas forcément quantifiable, mais il est très qualitatif. C'est clairement en fait sur le temps de vente effectif du commercial, de sa capacité à créer de la valeur lors d'une visite. Donc ça peut être un tas de facteurs, donc c'est difficilement quantifiable. Après voilà, si le commercial arrive à faire une visite de plus dans la journée par rapport à avant d'avoir l'application, on peut le quantifier. Mais par contre, ce qui est vraiment quantifiable en termes de ROI, c'est le délai de traitement d'une commande en fait. L'intégration d'une commande sans ressaisie qui est instantanée par rapport à la commande qui avait été envoyée avec des erreurs et qui est ressaisie par une ADV qui a passé 3 coups de fil pour être bien sûr qu'elle soit bien comprise avec le commercial, quoi. Donc ça, c'est vraiment très facilement quantifiable. Il suffit de voir en fait le temps passé par les ADV à gérer en fait ce type de flux. Je vais avoir la même réponse en fait. C'est-à-dire que quand il s'agit, nous dans les scénarios sur lesquels on appuie, je parlais tout à l'heure de la signature électronique de la commande directement sur le terminal du client. Il est bien évident que ça mobilise beaucoup moins de temps que plutôt que ce soit l'agent qui doit présenter la commande et enregistrer la signature ou appeler les clients pour demander une confirmation. Donc là, on est clairement dans des gains de temps très importants. Et même chose quand on est sur plus de l'animation de réseau de clients et qu'on a cette capacité à pousser des outils en self-service qui vont permettre finalement aux clients d'interagir et de consommer de la ressource de notre client en self-service finalement, et bien finalement on a, au lieu d'avoir 5-10 personnes qui sont en train de gérer l'animation d'un réseau, et bien une personne va être capable de gérer un très grand nombre de clients dans leur fonctionnement journalier. Donc on est sur des gains de temps qui sont significatifs et des ROI qui sont inquantifiables. Alors, je suis le patron de la boîte qui négocie avec vous. Je suis surpris, vous ne m'avez pas parlé de réduction des coûts. Alors, vous savez que c'est toujours le cœur de tous les projets aujourd'hui. Ça reste quand même la réduction des coûts. Vous avez une réponse à apporter à ça? Alors, on vient d'en parler juste à l'instant quand même, mais on a parlé aussi de création de valeur. Et c'est ça qui est important aussi dans le travail, en tout cas, dans les applications qu'on fournit. Effectivement, ça permet de réduire les coûts, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a vraiment la création de valeur qu'on peut apporter au quotidien, finalement, avec des visites qui sont une vraie interaction professionnelle avec un client, une ouverture, un point d'entrée vers les autres services de l'entreprise. Ça, franchement, en termes d'image pour une société, c'est quand même autre chose, quoi. C'est un projet, en tout cas, de mettre en place ce type d'applicatif qui génère beaucoup de valeur, plus que de réduire simplement des coûts, quoi. Oui, on est bien d'accord. Et on est bien d'accord sur le fait que le ROI, il n'est pas seulement financier. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ces technologies s'utilisent. La finalité première, c'est de porter la croissance. Et c'est de faire en sorte qu'à organisation équivalente, on soit capable de vendre plus, d'opérer plus. Parce qu'après la force de vente, il y a aussi des équipes techniques qui vont intervenir. Et donc le véritable enjeu, c'est comment ces technologies, finalement, vont devenir le levier de la croissance d'entreprise. C'est-à-dire permettre de vendre plus rapidement, de vendre mieux, d'avoir une meilleure présentation de l'offre, de vendre de façon plus fine ou plus précise, et derrière d'engager immédiatement une exécution à haute qualité en réduisant finalement tous les processus qui sont administratifs historiques. Très, très souvent, on est, nous, face à des clients qui ont des outils pour gérer différents bouts de processus. L'intégration de ces outils entre eux est très complexe. Il y a beaucoup de phases de réécriture, des fois à la main. Les gens ressaisissent à la main ce qui vient d'un système pour le re-rentrer dans l'autre. Et finalement, il y a un enjeu très, très important pour porter la croissance, d'avoir une intégration de ces outils entre eux et de faciliter finalement à la fois les processus commerciaux, les processus opérationnels, de support client, de SAV, et d'avoir tout ça sur des plateformes communes de façon à simplifier en permanence les flux, quoi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, une dernière question pour terminer. Je reprends mon costume de patron. Je suis séduit. Vous m'avez intéressé. Je vais équiper mes forces de vente. Alors, en conclusion, si vous pouviez nous donner quelques conseils sur comment lancer un projet de
d'équipement des forces de vente en mobilité. Qui veut commencer? Allez, on termine la conclusion. Les conseils que vous pouvez donner, il y en a un que je refuse, c'est celui d'aller vous voir sur votre stand parce que c'est évident, vous êtes là. Je suis désolé, c'est effectivement ce que j'allais proposer. Nous sommes ici sur le stand. Mais on le sait, donc c'est pas là qui va nous apporter de la valeur. Non, je sais bien. Non, de façon plus sérieuse, effectivement, il faut s'intéresser à cette logique de plateforme. Je pense que les plateformes sont vraiment les technologies aujourd'hui incontournables pour accélérer des démarches parce que la plateforme est maintenue et la sécurité, toutes les raisons qu'on a vues auparavant, elle donne une puissance de feu très importante par rapport à des développements spécifiques. Et ensuite, il faut, je pense, analyser finalement l'ampleur du besoin. Est-ce que le RP en place est pérenne? Est-ce qu'on cherche juste le composant qui permet d'aller l'enrichir pour assurer cette brique de process? Est-ce qu'on a plusieurs briques de process intégrées entre elles? Donc je pense qu'il y a une réflexion qui n'est pas très longue, hein. C'est des réflexions qui peuvent se mener sur 3-4 jours. Je sais que nous, on fait beaucoup ça pour nos clients, c'est-à-dire qu'on va faire une petite mission d'évaluation, ça dure 3 jours, et en 3 jours, on sort des scénarios, et des comités au sein de ces clients, tout à coup, voient clair et peuvent dire, finalement, collectivement, on décide qu'on va aller vers 2 ou 3, et on pense que c'est ça la bonne décision. Donc ces petites phases d'analyse un petit peu en amont, courtes, hein, mais qui donnent du recul et qui permettent finalement de créer un consensus sur l'organisation, sur la bonne direction à suivre, c'est quelque chose de très précieux et avec peu de moyens d'assurer qu'on va en tout cas creuser dans la bonne direction. Tout à fait. Voilà. Et Clément, même question, et alors vous avez la tâche difficile, c'est la conclusion qui vous revient. Alors, en tout cas, même mode de fonctionnement, en tout cas que Paul, hein, sur en tout cas les réflexions et l'accompagnement qu'on peut avoir avec nos clients en amont, enfin au début de projet. Par contre, s'il y a un conseil pratique, je pense que je pourrais donner, en tout cas, c'est de ne pas se cantonner, en tout cas quand on essaye de rédiger un cahier des charges ou de réfléchir à ce genre de projet, juste aux commerciaux. Mais il faut vraiment penser intégration et du coup, il faut vraiment, en tout cas, faire participer le service ADV à ce type de réflexion parce que c'est souvent là qu'on trouve des périmètres qui s'élargissent en plein milieu du projet qui n'ont pas été prévus, quoi. Donc c'est vraiment ça. Donc voilà, pour conclure, effectivement, voilà, ces applications-là, en tout cas la transformation digitale, hein, de notre société, c'est pas une fatalité, hein, au contraire, c'est vraiment une opportunité. C'est une opportunité, en tout cas, de générer de la productivité, d'avoir du ROI et à l'intégration finalement des données et directement pendant des visites de commercial, hein, de gagner du temps de travail effectif, hein, du temps de vente effectif. Et voilà, en fait, ce sont des projets qui sont assez faciles à mettre en œuvre, qui sont plutôt courts, hein. C'est entre 1 mois et 6 mois pour les plus complexes, mais parfois c'est juste 1 mois qui peuvent tout changer. Eh bien écoutez, on arrive au terme de cette table ronde. Je vous invite à les applaudir parce que l'exercice n'est pas facile et en même temps, je pense que vous l'avez constaté, on a vraiment brossé un portrait assez complet du sujet. Et je vous rappelle, parce que ça je peux me le permettre, que vous êtes exposant et que vous tenez à la disposition des personnes qui sont là, qui souhaiteraient éventuellement aller plus loin sur l'évocation de ces projets. Merci. Et merci à vous d'avoir participé avec nous à cet bel événement qui est le salon Mobility for Business.